Je m'appelle Julien et j'ai 34 ans. Il y a 3 ans, mes propres parents ont tenté de m'extorquer 35 000 $ en simulant une urgence médicale pour sauver la vie de mon frère aîné. Alors que j'étais assis dans mon appartement sombre, absolument épuisé par une semaine de travail brutal de 70 heures, ma mère m'a appelé au milieu de la nuit et a hurlé « Ton frère est à l'hôpital. Envoie 35 000 $ maintenant ou il va mourir. » Elle a exigé que je lui vire immédiatement mes économies durement gagnées, me traitant comme un distributeur automatique de billets personnels, alors que mon frère, l'enfant chéri, allait parfaitement bien et attendait s'enrichir sur ma panique à la maison. Ils m'ont humilié en ligne et ont traîné mon nom dans la boue devant des dizaines de nos parents et amis de la famille. Mais il y a une chose qu'ils ne savaient pas. J'avais déjà engagé un avocat de renom, et j'ai découvert une énorme fraude immobilière qu'ils avaient secrètement commise sous mon nom des années auparavant. Et maintenant, ce sont eux qui supplient pour obtenir de la clémence alors que leur petite vie parfaite s'effondre. Avant que je vous dise exactement comment j'ai démantelé leur réseau de mensonges, cliquez sur le bouton j'aime si vous croyez en la justice. Et n'oubliez pas de me dire dans les commentaires depuis où vous regardez cette vidéo. Maintenant, revenons à la nuit où tout a commencé à s'effondrer. Le SMS est arrivé sur mon téléphone exactement à 23h47 un mardi. Je connais l'heure exacte parce que je venais de finir d'examiner une pile de rapports financiers trimestriels pour mon cabinet et mes yeux me brûlaient. La lumière bleue de l'écran de mon téléphone a transpercé l'obscurité totale de ma chambre, illuminant le plafond. J'étais allongé là, essayant de forcer mon cerveau à s'éteindre, quand la notification a retenti. Je me suis étiré, les articulations douloureuses après être resté assis dans une chaise de bureau pendant 14 heures d'affilée, et j'ai plissé les yeux vers l'écran. Le nom tout en haut du message était Félix, mon frère aîné. Le simple fait de voir son nom apparaître sur mon écran a envoyé une décharge glacée directement dans ma poitrine. Mon estomac s'est noué en un nœud défensif familier. Félix et moi ne nous étions pas adressés un seul mot depuis 6 mois. La toute dernière fois que nous nous étions vus, il se tenait juste ici, au milieu de mon salon, faisant les 100 pas, exigeant pratiquement que je co-signais un prêt commercial massif pour sauver son restaurant en faillite. Félix avait toujours ses rêves grandioses, démesurés, mais il ne possédait absolument aucune éthique de travail pour les soutenir. Il voulait le titre de propriétaire de restaurant sans faire les heures éreintantes requises pour gérer réellement une cuisine. Lorsqu'il était venu me voir en agitant une pile de projections financières mal organisées et de factures de fournisseurs impayées, je l'avais assis et j'avais examiné les chiffres. C'était un désastre. Il perdait de l'argent à flot. Quand je lui ai dit catégoriquement non, en lui expliquant qu'associer mon nom à son navire en perdition ruinerait mon propre crédit et compromettrait ma carrière, il a déchaîné un flot d'insultes verbales que je n'oublierai jamais. Il n'a pas contesté les chiffres. Il a attaqué mon caractère. Il m'a traité de robot d'entreprise égoïste. Il m'a traité de poids mort pour la famille. Il a hurlé que je lui devais cela parce que nous étions du même sang. Quand je me suis levé et lui ai demandé de quitter mon appartement, il a claqué la porte si fort que les cadres photos sur le mur de mon couloir ont tremblé. Alors, en liant ce nouveau SMS de minuit de sa part 6 mois plus tard, je m'attendais à la même colère de personne gâtée. J'ai ouvert le message. Il disait « J'espère que tu mourras seul, espèce de raté pathétique. Au moins, j'ai une famille qui m'aime. Tu ne seras jamais rien d'autre qu'un raté aigri et jaloux. » Je suis resté allongé là, dans le noir, lisant ces mots encore et encore. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas jeté mon téléphone à travers la pièce dans un accès de rage. Je n'ai même pas ressenti le besoin de taper une réponse furieuse pour me défendre. Au lieu de cela, j'ai senti un étrange calme froid m'envahir. C'était le genre de paix lourde et apaisante qu'on ressent lorsqu'une longue tempête épuisante s'arrête enfin et qu'on réalise que la maison est toujours debout. J'avais passé ma vie entière à absorber les crises de colère de Félix, à amortir ses échecs et à me faire tout petit pour que son ego puisse prendre tout l'oxygène de la pièce. Je n'avais tout simplement plus l'énergie de me soucier de sa fierté fragile. J'ai calmement posé mon téléphone face contre terre sur la table de chevet, éteint la lampe, fermé les yeux et me suis rendormi. J'aimerais vraiment pouvoir vous dire que son message a été le pire moment de la nuit. Si cela s'était arrêté là, cela n'aurait été qu'un autre chapitre triste dans une fraternité brisée. Mais ce qui s'est passé à peine quelques heures plus tard a brisé la moindre illusion de famille qui me restait au cœur. Mon téléphone a commencé à sonner à 3h18 du matin. La vibration bourdonnait avec colère contre la table de chevet en bois. Je me suis réveillé en sursaut, le cœur battant contre mes côtes. Je l'ai laissé sonner 4 fois.
Je fixais simplement l'écran lumineux dans l'obscurité totale de ma chambre. Quiconque a déjà reçu un appel à 3 heures du matin sait qu'aucune bonne nouvelle n'arrive au milieu de la nuit. Les appels de nuit sont réservés aux accidents de voiture, aux crises cardiaques et aux derniers adieux. L'identifiant de l'appelant indiquait que c'était ma mère, Barbara. J'ai pris une grande inspiration pour me calmer, me préparant à la catastrophe que Félix avait encore provoquée, et j'ai glissé mon pouce sur l'écran pour répondre. Ton frère est à l'hôpital. La voix de ma mère a tremblé à la seconde même où la communication a été établie. Son ton semblait frénétique, aigu et essoufflé. Mais même dans mon état de demi-sommeil, je pouvais ouvrir un étrange tremblement répété dans sa panique. On aurait dit une actrice lisant des répliques qu'elle n'avait pas complètement mémorisées. Il a besoin d'une opération immédiatement, a-t-elle poursuivi, sans même s'arrêter pour voir si j'étais réveillé. Ils disent que c'est critique. Nous avons besoin de 35 000 $ d'ici le matin ou ils ne l'opéreront pas. Mon cœur, que je pensais honnêtement endurci contre eux depuis longtemps, a tout de même sombré dans ma poitrine. Le sang battait dans mes oreilles. Malgré tout, malgré le message cruel d'il y a quelques heures, il restait mon frère. Je me suis assis lentement dans le noir, rejetant la lourde couette de mes jambes, passant une main froide sur mon visage, et je lui ai demandé dans quel hôpital il se trouvait, en gardant ma voix aussi calme, basse et détachée que possible. Je calculais déjà mentalement le temps de trajet jusqu'au centre de traumatologie les plus proches de leur ville. Ça n'a pas d'importance pour l'instant, a-t-elle répliqué instantanément. Sa prétendue panique s'est immédiatement transformée en une irritation vive et cinglante. Ce fut un revirement de ton qui m'a glacé le sang. Si ton fils est en train de mourir sur une table d'opération, tu dis à son frère où vous êtes. Tu ne t'agaces pas de la question. Nous avons besoin que tu vires l'argent, a-t-elle exigé d'un murmure dur. Ton père et moi n'avons pas ce genre de liquidité et l'assurance de Félix ne couvrira pas cette procédure spécifique. Tu es le seul qui puisse l'aider. Julien, tu dois le faire. J'ai résisté. J'ai posé mes pieds sur le parquet froid. Je lui ai demandé ce qui s'était passé exactement. Quel genre de blessure coûte exactement 35 000 $ d'avance au milieu de la nuit? Elle a hésité une fraction de seconde avant de prétendre qu'il avait eu un terrible accident. Elle a dit qu'il était tombé d'un grand escalier chez lui, s'était cogné l'abdomen et souffrait d'une grave hémorragie interne. Elle a insisté agressivement sur le fait que les médecins lui avaient dit qu'il pourrait mourir d'ici le matin si je ne payais pas l'opération cette nuit. J'ai éloigné le téléphone de mon oreille pendant quelques secondes. L'écran illuminait la pièce sombre. J'ai regardé l'écran de verrouillage. L'horodatage du message haineux de Félix s'y trouvait. Il s'était écoulé à peine 4 heures. Un homme souffrant d'une hémorragie interne grave et mortelle après une chute massive ne passe pas sa soirée assis à taper des paragraphes méprisants et parfaitement ponctués sur la médiocrité de son jeune frère. Le calcul ne tombait pas juste. Le calendrier était physiquement impossible. J'ai ramené le téléphone à mon oreille. Non, ai-je dit calmement dans le combiné. Juste non. Quoi? La voix de ma mère s'est brisée à nouveau. Et cette fois, le choc qui traversait le téléphone était totalement réel. Elle ne s'était jamais attendue à une rébellion. Julien, tu ne peux pas être sérieux. C'est ton frère, ton unique frère. Il est en train de mourir. Je suis très sérieux, ai-je répondu. Les mots sont sortis de ma bouche bien plus froids et lourds que je ne l'avais prévu. Je ne rejetais pas seulement sa demande d'argent. Je rejetais tout le fondement de notre relation. Je retourne dormir maintenant. Bonne nuit. J'ai appuyé sur le bouton rouge et raccroché le téléphone avant qu'elle ne puisse hurler un mot de plus. Le silence dans mon appartement a été assourdissant pendant exactement 3 secondes. Puis le téléphone a immédiatement recommencé à sonner. L'écran s'est allumé avec le numéro de mon père cette fois. Je ne l'ai même pas regardé. J'ai coupé la sonnerie, branché le câble sur le port de charge, posé le téléphone face contre terre et suis retourné au lit. J'ai ramené la lourde couette sur mes épaules, enfouissant mon visage dans l'oreiller. À ma grande surprise, le sommeil est venu bien plus facilement que je ne l'aurais cru. Ma conscience était tranquille. J'ai fermé les yeux, laissant l'obscurité m'envahir, complètement inconscient de l'ouragan de toxicité et de vengeance qui s'apprêtait à anéantir ma vie. Le lendemain matin, je me suis réveillé sous une lumière du soleil éclatante et implacable qui passait à travers les fentes de mes stores. Je me sentais remarquablement rested, d'une légèreté physique étrange.
NHNG. Dès que ma main s'est tendue pour attraper mon téléphone sur la table de chevet, la réalité m'a frappé de plein fouet. J'avais 73 appels manqués. J'avais 42 SMS non lus. C'était un témoignage flagrant de la méconnaissance qu'avait ma propre famille de l'homme que j'étais devenu. Ils croyaient sincèrement qu'ils pouvaient m'intimider pour me soumettre à force d'insistance et de harcèlement incessant. Je n'ai pas ouvert les messages immédiatement. Je me suis forcé à sortir du lit, à aller dans ma cuisine et à préparer mon café du matin. J'ai dosé le café, versé l'eau chaude, en savourant ce rituel calme et méthodique. J'avais besoin de cette armure, de cette caféine avant de regarder l'écran. Quand je me suis enfin assis au comptoir de la cuisine et que j'ai ouvert ma boîte de réception, c'était un déchaînement de toxicité pure. Il y avait des messages vocaux larmoyants et manipulateurs de ma mère, sanglotant dans le micro sur le fait que je lui brisais le cœur. Il y avait des SMS froids et menaçants de mon père, Richard, me disant que j'étais une honte pour le nom de famille et que mon égoïsme me perdrait. L'épouse de Félix, Clara, m'avait envoyé d'immenses paragraphes sur le monstre horrible et sans âme que j'étais. Elle prétendait être assise au chevet de son lit d'hôpital, lui tenant la main, se demandant comment on pouvait laisser sa propre chair et son sang mourir pour quelques dollars. Même des cousins dont je n'avais pas entendu parler depuis 10 ans avaient soudain des opinions très tranchées et très bruyantes sur ma moralité. Un oncle à qui j'avais parlé exactement 2 fois lors d'obsèques familiales m'a envoyé un long email pour m'informer que mon avidité était un péché et que j'allais brûler en enfer. Je sais rester assis là, sirotant mon café noir, lisant cette haine. Je n'ai répondu à aucun d'eux. J'ai simplement balayé vers la gauche et supprimé chaque message. Pour comprendre comment je pouvais rester assis dans une cuisine calme à boire du café pendant que toute ma famille élargie me traitait de meurtrier, il faut comprendre en profondeur la dynamique toxique dans laquelle j'ai grandi. Dans notre maison d'enfance, Félix était le soleil, la lune et les étoiles. Les autres avaient juste de la chance de graviter autour de lui. C'était l'enfant chéri. C'était l'athlète beau, charismatique et naturellement doué qui ne pouvait rien faire de mal aux yeux de mes parents. Moi, en revanche, j'étais le plan de secours calme et studieux. J'étais le filet de sécurité. J'ai appris très tôt à me faire aussi petit, invisible et facile à vivre que possible. J'ai vite compris que demander quoi que ce soit à mes parents, qu'il s'agisse d'une nouvelle paire de chaussures pour l'école, d'aide pour un projet scientifique ou simplement de quelques mots d'encouragement, ne menait qu'à de profondes déceptions. Tout tournait toujours autour de ce dont Félix avait besoin, de ce que Félix voulait et de la façon dont Félix se sentait. Je me souviens très bien des dîners de Thanksgiving où Félix déclarait avec assurance qu'il voulait les 2 cuisses de dinde. Ma mère souriait simplement, les coupait, les posait dans son assiette, puis se tournait vers moi en me disant que j'étais un garçon en pleine croissance qui avait besoin de manger plus de légumes. C'était une petite chose, mais c'était le modèle de toute mon existence. Mais le véritable tournant, le moment précis où j'ai réalisé quel était mon vrai rôle dans la famille, a eu lieu quand j'avais 19 ans. Félix venait de réussir à obtenir son diplôme d'une université privée très chère et prestigieuse, principalement en s'en sortant de justesse avec des notes médiocres pour lesquelles mes parents avaient payé des tuteurs des milliers de dollars. Pour célébrer sa réussite tout à fait moyenne, mes parents ont contracté un emprunt et lui ont acheté une Porsche neuve. Elle était brillante, rapide, obscènement chère et complètement inutile pour un jeune de 22 ans sans perspective d'emploi. 2 semaines après avoir fièrement reçu les clés, Félix est allé à une énorme fête d'étudiants, s'est enivré et a enroulé cette superbe voiture de sport autour d'un poteau téléphonique en béton. Dieu merci, personne n'a été gravement blessé, mais la voiture était totalement détruite. C'était un tas de ferrailles tordues. À l'époque, je faisais les quarts de nuit dans un Walmart local. Je passais mes nuits à empiler de lourds cartons d'aliments pour chiens et de déterre jusqu'à 3 heures du matin, juste pour payer mes frais de scolarité dans un institut universitaire local. J'avais économisé chaque centime dans un fonds d'études que je gérais moi-même, vivant de nouilles instantanées et de café bon marché. Mes parents m'avaient fermement promis de m'aider pour mes 2 dernières années de scolarité lorsque je serais transféré dans une université d'État. Le lendemain matin de l'accident de Félix, je suis rentré épuisé, sentant le carton et la poussière d'entrepôt. Mon père m'attendait. Il m'a fait asseoir à la table de la cuisine. Il n'avait pas l'air désolé. Il n'avait pas l'air embarrassé par le comportement irresponsable de son fils aîné. Il avait l'air sévère, autoritaire et froid. Il m'a dit que la famille protégeait la famille. Il m'a dit que Félix risquait de graves ennuis judiciaires pour les dommages matériels et la conduite en état d'ivresse, et qu'il avait besoin d'une défense juridique de premier ordre. De plus,
il devait couvrir la franchise d'assurance massive que la police ne paierait pas parce que Félix était ivre. Puis il m'a regardé droit dans les yeux, a croisé ses mains sur la table et a dit qu'il prenait l'argent promis pour mes études pour éponger les dégâts de Félix. Il a également exigé que je vide le compte d'épargne que j'avais constitué avec mes salaires de Walmart pour contribuer aux frais d'avocat. Quand j'ai protesté, quand je les ai littéralement suppliés de ne pas sacrifier tout mon avenir, mes études et mon travail acharné pour son erreur d'ivrogne, ma mère est entrée dans la cuisine. Elle m'a regardé avec une profonde déception. Elle m'a dit que je devais apprendre le sens des responsabilités financières. Elle a dit que Félix traversait une période très difficile et avait besoin de notre soutien inconditionnel. Ils ont littéralement pris les fondations de mon avenir pour paver le désastre irresponsable de mon frère. C'est ce jour précis que j'ai cessé d'être un fils et que je suis devenu une ressource financière. J'ai payé le reste de mes études en contractant des prêts étudiants écrasantes et en cumulant 2 emplois jusqu'à ce que je sois sur le point de m'effondrer. J'ai construit ma carrière à partir de rien, me battant bec et ongle pour chaque promotion et négociant agressivement chaque augmentation de salaire. J'ai vécu modestement. J'ai maximisé mon épargne retraite chaque année. J'ai acheté un appartement modeste mais sûr. J'ai construit une vie d'indépendance totale parce que je savais, sans l'ombre d'un doute, que je n'avais absolument aucun filet de sécurité sur lequel compter. Pendant ce temps, Félix flottait d'une entreprise ratée à une autre, toujours sauvé par mes parents. Quand il a épousé Clara, ils ont payé un mariage somptueux et démesuré qu'il ne pouvait pas s'offrir. Et quand son restaurant a commencé à péricliter il y a 6 mois, ils sont venus frapper à ma porte, s'attendant à ce que je co-signais un prêt qui m'aurait ruiné financièrement à jamais. Quand je les ai enfin regardés dans les yeux et que j'ai dit non, ils ont réagi comme si je leur avais enfoncé un poignard dans le dos. Alors, assis dans ma cuisine ce mercredi matin, regardant les 73 appels manqués sur l'écran de mon téléphone, je n'ai ressenti qu'une fatigue profonde et résonnante. J'ai mis le téléphone dans ma poche. J'ai enfilé mon meilleur costume sur mesure, attrapé ma mallette en cuir et je suis parti travailler. Mon cabinet était en plein milieu d'un examen trimestriel majeur, et je ne pouvais absolument pas me permettre d'être distrait par leur cirque. J'étais assis à la réunion du matin, fixant le tableau blanc de la salle de conférence pendant qu'un collègue senior discutait d'un compte d'entreprise majeur. Mon manager, voyant ma posture rigide, m'a demandé doucement si tout allait bien. Je l'ai regardé, j'ai eu un rire sec et sans humour, et j'ai dit que c'était juste une petite urgence familiale, mais qu'il s'en remettrait. J'ai gardé un visage de pierre. Mais la tempête ne se limitait pas à mon téléphone portable personnel. À 14h30 précise, le téléphone de bureau noir sur mon bureau a sonné. La voix de la réceptionniste est passée par le haut-parleur, semblant un peu confuse. Elle a dit qu'elle transférait un appel de quelqu'un prétendant être ma mère, qui disait que c'était une question de vie ou de mort. Par pure curiosité morbide, j'ai décroché le combiné et l'ai pressé contre mon oreille. L'hôpital menace de laisser sortir Félix sans l'opération, a hurlé ma mère dans le téléphone, omettant toute salutation d'usage, sa voix résonnant bruyamment dans mon bureau calme. Ils disent qu'il peut se rétablir chez lui avec des analgésiques et une surveillance. Ton père et moi essayons de leur faire comprendre à quel point c'est grave, mais ils ne veulent rien entendre à moins que nous puissions garantir le paiement tout de suite. Un lent sourire ironique a effleuré mes lèvres. J'ai regardé par la fenêtre de mon bureau la ligne d'horizon de la ville. Le mensonge était si incroyablement mal conçu. Les hôpitaux américains ne renvoient pas chez eux des patients souffrant d'une hémorragie interne mortelle simplement parce qu'ils ne peuvent pas payer d'avance. Ce serait s'exposer à un procès pour faute professionnelle d'une ampleur monumentale. On dirait qu'il s'en sortira très bien alors, ai-je dit calmement, ma voix plate et totalement dénuée d'empathie. Comment peux-tu être si cruel, a-t-elle crié, le volume m'obligeant à éloigner légèrement le téléphone de mon oreille. C'est ton frère qui est sur un lit d'hôpital et qui souffre. Et tu ne veux même pas l'aider. Le même frère qui m'a envoyé un message hier soir en espérant que je meure seul, ai-je répliqué, mes mots acérés comme de l'acier. Ce frère-là. Il y eut un long silence lourd et étouffant sur la ligne. Des secondes se sont étirées entre nous, épaisses de la réalisation que je l'avais piégé dans son propre calendrier. Il ne pensait pas ce qu'il disait, a-t-elle finalement bafouillé, sa voix perdant son ton agressif, remplacé par un rétropédalage nerveux. Il était juste contrarié. Tu sais comment il est quand il est émotif et stressé. Je sais comment il est, ai-je confirmé d'un ton d'un calme redoutable. Et c'est exactement pour ça que je n'enverrai pas un seul centime. Jamais.
Nous t'avons mieux élevé que ça, a-t-elle dit, sa voix glissant dans ce registre familier, venimeux et culpabilisant qu'elle avait perfectionné pendant des décennies. Ton père est tellement déçu de l'homme que tu es devenu. Il peut à peine regarder des photos de toi. Dis bonjour à papa de ma part, ai-je répondu. J'ai raccroché le téléphone. J'ai immédiatement décroché à nouveau, appelé le service informatique et leur ai demandé de bloquer définitivement les numéros de téléphone de mes parents et de mon frère de tout le réseau de l'entreprise. Je pensais que fermer les canaux de communication m'apporterait la paix. Je n'avais absolument aucune idée qu'il s'apprêtait à transformer ce différend familial privé en une exécution publique. Au moment où j'ai garé ma voiture dans mon garage et que je suis rentré chez moi ce soir-là, les attaques étaient passées de ma boîte de réception privée directement sur la place publique. J'ai ouvert mon ordinateur portable sur le comptoir de la cuisine, bu une gorgée d'eau et me suis connecté à Facebook. Mon fil d'actualité était un véritable champ de bataille. Félix avait publié un long statut décousu, ponctué de manière dramatique, sur son jeune frère sans cœur, obsédé par l'argent et l'entreprise, qui refusait catégoriquement de lui sauver la vie. Il avait joint une photo de lui assis dans un lit d'hôpital. Il portait une blouse d'hôpital usée et laide, l'air incroyablement pâle, tragique et faible. Il avait écrit de longs paragraphes déchirants sur la trahison, sur la façon dont le sang est censé être plus épais que l'eau, et sur la façon dont il priait activement pour mon âme parce que l'amour de l'argent avait entièrement corrompu mon humanité. La section des commentaires sous la photo a été assaillie. C'était une curée de haine. Des inconnus, des amis d'amis mutuels, des gens de mon ancien lycée qui ne m'avaient pas parlé depuis 15 ans et des membres de la famille que je reconnaissais à peine s'en prenaient à moi avec un venin absolu. Ils m'ont traité de sociopathe. Ils m'ont traité de costume-cravate d'entreprise cupide qui se souciait plus de son portefeuille d'actions que de son frère mourant. Plusieurs personnes m'ont tagué directement dans les commentaires, s'assurant que mon nom soit surligné en bleu, me forçant à voir leur indignation. Clara, son épouse dévouée, était là, sur le front, répondant à chaque commentaire. Elle remerciait chaleureusement les gens pour leurs prières et soulignait à quel point il était dévastateur d'être assise au chevet d'un lit d'hôpital, se demandant comment la propre chair et le sang de son mari pouvaient le laisser périr pour quelques dollars sur un compte bancaire. Je suis resté assis là, regardant la cloche rouge des notifications s'allumer encore et encore. L'audace du mensonge était à couper le souffle. Je n'ai pas réagi. Je n'ai pas écrit de défense furieuse. Je n'ai pas essayé d'expliquer la chronologie ou le SMS. J'ai juste cliqué sur les 3 petits points dans le coin de la publication, je l'ai signalé pour harcèlement grave et j'ai fermé mon ordinateur portable. 3 longs jours angoissants se sont écoulés dans cette réalité étrange et tendue. Je suis allé travailler. Je suis rentré chez moi. J'ai ignoré le bruit. Les appels et les messages sur mon téléphone personnel ont progressivement diminué à mesure que ma famille réalisait enfin, peut-être pour la première fois de mes 34 ans de vie, que je n'allais absolument pas céder. Félix a finalement publié une mise à jour miraculeuse, lourdement filtré, disant qu'il se rétablissait lentement chez lui. Il a affirmé que Dieu l'avait béni en lui permettant de survivre malgré un frère aussi terrible et peu solidaire, et qu'il n'oublierait jamais qu'il avait abandonné dans son heure la plus sombre. J'ai acheté une nouvelle paire de chaussures de course chères, j'ai augmenté ma distance de jogging matinale de 3 km et je me suis concentré entièrement sur ma santé physique et ma carrière. Je pensais que le drame s'estompait lentement. Puis, 2 semaines plus tard, la digue a cédé et la vérité a enfin éclaté. Cela venait de ma tante Béatrice, la sœur aînée de ma mère. Béatrice et ma mère entretenaient une relation très tendue, hautement compétitive et profondément passive-agressive depuis des décennies. Elle ne se tolérait qu'au mariage et aux enterrements. Elle m'a appelé un vendredi soir depuis un numéro de ligne fixe que je n'ai pas immédiatement reconnu. Je dois te dire quelque chose de très important à propos de la visite de Félix à l'hôpital, a dit Béatrice, omettant toute discussion polie d'usage. Tes parents te mentent, Julien. J'ai arrêté de couper des légumes pour mon dîner, j'ai posé le lourd couteau de chef sur la planche à découper et je me suis appuyé contre le comptoir en marbre. Mentent comment, ai-je demandé, la voix serrée. Tout cela était une mise en scène, a dit Béatrice, sur un ton de satisfaction sombre. Félix est allé aux urgences en se plaignant de douleurs thoraciques. Les infirmières du tri ont fait une série d'examens, un EKG, et n'ont absolument rien trouvé d'anormal avec son cœur. Ils ont diagnostiqué une légère crise de panique, lui ont donné des anxiolytiques bon marché et l'ont renvoyé chez lui après être resté assis dans un lit pendant 6 heures. La facture totale de l'hôpital était de $800. Une vague de certitude froide et dure m'a envahi.
Et les 35 000 $, ai-je demandé, serrant le bord du comptoir. Ta mère a décidé de transformer sa petite crise d'angoisse en un stratagème dramatique élaboré pour obtenir une somme d'argent de ta part, a expliqué Béatrice, sa voix suintant le dégoût. Félix et Clara ont 3 mois de retard sur leurs versements hypothécaires. La banque s'apprête à saisir leur maison. Ils ont besoin d'une injection massive d'argent immédiatement, et ils savaient que tu ne leur donnerais pas un centime s'ils demandaient simplement de payer leurs dettes. Alors, Barbara a inventé une opération critique. Comment sais-tu tout cela avec certitude, ai-je demandé, mes articulations blanchissant à force de serrer le téléphone. Parce que ton idiot de frère s'est enivré à un barbecue de quartier le week-end dernier et a commencé à s'en vanter, a dit Béatrice avec un rire sec. Il a dit à la moitié du quartier qu'ils avaient failli soutirer 35 000 à son radin de frère. Mais tu étais trop têtu pour te soucier de sa mort. Il trouvait ça hilarant. Ta mère était absolument furieuse contre lui pour avoir parlé, mais le mal était fait. Plusieurs personnes l'ont entendu. J'ai pensé que tu méritais de savoir quel genre de serpents ils sont vraiment. Béatrice ne me disait pas cela par pure bonté d'âme. Elle adorait avoir des munitions contre ma mère. Il y a 10 ans, ma mère avait fait un coup similaire, prétendant avoir besoin d'une opération d'urgence de la vésicule biliaire qui s'était avérée être une opération de chirurgie esthétique élective, et elle avait escroqué 12 000 $ à Béatrice. Pourtant, l'information valait de l'or. Elle validait chaque limite que j'avais fixée. Elle prouvait que mon instinct était infailliblement exact. J'ai chaleureusement remercié Béatrice, j'ai raccroché le téléphone et j'ai poussé un long et lourd soupir. Je n'étais pas fou. Je n'étais pas cruel. J'étais juste la cible désignée dans leur arnaque familiale. J'avais besoin de me vider la tête. Alors, le lendemain, j'ai accepté de rencontrer mon cousin Lucas pour un café. Lucas était le neveu de mon père, et en grandissant, il avait toujours semblé être la seule personne raisonnable et équilibrée de toute la famille. Lorsqu'il m'a envoyé un message disant qu'il voulait entendre ma version de l'histoire concernant le drame de l'hôpital, j'ai bêtement pensé que j'avais un allié. Nous nous sommes assis à une table tranquille dans un café animé du centre-ville. Je ne lui ai pas dit tout ce que Béatrice a révélé, mais je me suis épanché. J'ai baissé ma garde. Je lui ai dit à quel point j'étais épuisé par cette manipulation constante. Je lui ai dit que je m'en sortais très bien au travail, que je venais d'être promu et que j'avais déménagé dans un nouveau bâtiment d'entreprise au 14e étage du quartier financier, et que je voulais juste qu'on me laisse en paix. Lucas a hoché la tête avec sympathie, ses yeux pleins de ce qui semblait être une véritable inquiétude. Il a payé mon café. Il m'a tapoté l'épaule. Il m'a dit qu'il comprenait parfaitement mon point de vue et que j'avais tout à fait le droit de protéger ma tranquillité d'esprit. J'ai quitté ce café avec un tout petit espoir fragile que peut-être, tout le monde dans ma famille n'était pas toxique. Moins de 24 heures laté, cet espoir m'a été violemment et définitivement arraché. C'était un jeudi après-midi. Le bureau bourdonnait d'activité. Je suis descendu dans le hall en marbre de mon immeuble de bureau pour prendre un expresso au kiosque du rez-de-chaussée avant une réunion importante avec un client. Alors que les portes de l'ascenseur en laiton glissaient, je suis sorti dans l'atrium animé. Et là, debout juste à côté du bureau de sécurité principal, harcelant le gardien, se tenait mon père, Richard. Il avait l'air nettement plus vieux que dans mes souvenirs. Ses cheveux étaient devenus complètement gris depuis la dernière fois que je l'avais vu, lors d'un dîner de Noël conflictuel il y a 18 mois, mais ses yeux contenaient toujours ce même regard furieux, autoritaire et exigeant. Mon estomac a sombré. Je n'avais pas donné ma nouvelle adresse de bureau à mes parents. La seule personne de toute la famille élargie qui savait exactement où je worked maintenant était Lucas. La trahison a piqué, amère et profonde. Lucas n'avait pas été un allié. Il n'avait pas voulu entendre ma version de l'histoire. C'était un éclaireur. Un espion envoyé pour recueillir des informations sur ma position. Le gardien de sécurité m'a regardé, le téléphone du hall à la main. « Monsieur, voulez-vous que nous raccompagnions ce monsieur vers la sortie ?» a-t-il demandé, sentant clairement la lourde tension qui émanait de mon père. J'ai raclé ma gorge, forçant mon rythme cardiaque à ralentir. « Non, je m'en occupe », ai-je dit, sortant de la zone des ascenseurs. Je me suis approché lentement de mon père. Il s'est redressé, bombant ses larges épaules, son expression étant un mélange explosif de colère profonde et d'épuisement calculé. « Nous devons parler ?» a-t-il exigé d'une voix qui résonnait légèrement dans le grand espace. « Non,
nous n'avons rien à nous dire, ai-je répondu instantanément, gardant ma voix basse, plate et parfaitement stable. Ta mère est dévastée, a-t-il sifflé, s'approchant de moi, essayant d'utiliser sa présence physique pour m'intimider. Elle pleure chaque nuit à cause de ce que tu as fait à cette famille. J'ai croisé les bras sur ma poitrine, posant mes pieds fermement sur le sol en marbre poli. Ce que j'ai fait? Je n'ai pas simulé d'urgence médicale pour extorquer de l'argent à qui que ce soit. Son visage est immédiatement devenu rouge de colère. Félix avait vraiment peur. Il pensait que quelque chose de grave touchait son cœur. Ta mère essayait juste de l'aider à obtenir les meilleurs soins possibles en mentant sur le besoin de 35 000 $ pour une opération qui n'a jamais eu lieu, ai-je répliqué, ma voix devenant plus dure. Ce n'est pas de l'aide, papa. C'est de l'escroquerie. Ne me parle pas d'escroquerie, a-t-il aboyé bruyamment, attirant l'attention de plusieurs employés qui traversaient le hall. Tu as escroqué cette famille de la décence humaine la plus élémentaire. Félix avait besoin de soutien et tu l'as complètement abandonné. Félix avait besoin de 800 $ pour une visite aux urgences qui n'a absolument rien trouvé d'anormal, ai-je dit froidement, énonçant les faits comme un procureur démantelant une défense fragile. Il a eu des anxiolytiques et il est rentré chez lui. Ce sont les faits, que tu veuilles les admettre ou non. Mon père s'est approché encore plus près, baissant la voix dans ce vieux ton familier de manipulation psychologique qu'il utilisait pour me briser quand j'étais adolescent. Tu as toujours été jaloux de ton frère. Tu essaies toujours de le faire passer pour un mauvais bougre parce qu'il a ce que tu n'as pas. Une épouse aimante, une famille, des gens qui se soucient réellement de lui. Quelque chose de froid, de lourd et d'assez paisible s'est finalement installé de manière permanente dans ma poitrine. Le tout dernier fil qui me liait émotionnellement à cet homme s'est rompu. C'est vraiment ce que tu penses? Que je suis jaloux, ai-je demandé. Qu'est-ce qui expliquerait d'autre cette cruauté absolue, a-t-il exigé. Ton propre frère te demande de l'aide et tu lui tournes le dos. Quel genre de personne fait ça? Le genre qui en a assez d'être traité comme un distributeur de billets par des gens qui ont passé ma vie à me dire que je ne valais rien, ai-je dit calmement. Je n'ai pas crié. Je ne me suis pas effondré. Je l'ai juste regardé comme s'il était un parfait étranger. Tu devrais partir maintenant. J'ai du travail. Si tu t'en vas maintenant, tu tournes le dos à cette famille définitivement, a menacé mon père, pointant un doigt épais directement vers ma poitrine. Ta mère et moi ne tolérons plus ce manque de respect. Je me suis retourné et je me suis dirigé directement vers la zone des ascenseurs, le dos bien droit. Vous ne m'avez pas toléré depuis des années, papa. Cela rend juste les choses officielles. Sa voix m'a suivi à travers le hall. Tranchante, désespérée de porter un dernier coup. Ne viens pas pleurer chez nous quand tu finiras seul, sans personne pour se soucier de savoir si tu vis ou si tu meurs. J'ai appuyé sur le bouton de l'ascenseur et j'ai attendu, lui tournant complètement le dos jusqu'à ce que les lourdes portes métalliques s'ouvrent. Plusieurs collègues dans le hall nous regardaient en silence, choqués. Je m'en fichais éperdument. Les portes se sont refermées sur le visage en colère de mon père, et je suis remonté au 14e étage dans un silence total. C'était fini, mais la guerre qu'il s'apprêtait à mener contre ma vie et ma carrière ne faisait que commencer. Si mon père pensait sincèrement que se présenter sans prévenir sur mon lieu de travail et faire une scène publique dans le hall allait m'intimider, il comprenait bien mal l'homme que j'étais devenu. Je n'étais plus le gamin effrayé de 19 ans travaillant à Walmart, suppliant de garder son argent pour l'université. J'étais un homme adulte qui connaissait sa valeur. Mais ma famille ne s'est pas arrêtée aux embuscades dans le hall. Lorsque l'intimidation physique a échoué à me briser, ils sont passés sans transition à un sabotage professionnel à grande échelle. 2 jours après l'incident avec mon père, Félix et sa femme Clara ont décidé d'intensifier le harcèlement. Ils m'ont contourné et s'en sont pris directement à ce que j'avais de plus précieux, ma carrière. Clara, qui avait manifestement trop de temps libre dans sa maison en cours de saisie, a créé plusieurs faux profils LinkedIn en utilisant des photos de banques d'images et de faux titres d'entreprise. Elle a commencé à envoyer systématiquement des messages à mes collègues, à mes supérieurs et même à quelques clients externes avec qui j'étais connecté. Les messages qu'elle envoyait étaient délirants. Elle se présentait comme une citoyenne concernée. Elle affirmait par écrit que j'avais volé de l'argent destiné aux soins médicaux de mon frère mourant. Elle suggérait que l'entreprise devrait sérieusement reconsidérer l'emploi d'un analyste financier senior doté d'une éthique aussi douteuse, d'un manque total de moralité et de tendances sociopathiques. Il n'a pas fallu longtemps pour que les retombées atteignent le sommet de la hiérarchie de l'entreprise.
J'ai été convoqué dans le grand bureau d'angle de notre PDG, Victor. Victor était un cadre farouchement intelligent, pragmatique, qui appréciait par-dessus tout la discrétion absolue, les performances impeccables et la stabilité de l'entreprise. En entrant dans son bureau, sentant la moquette épaisse sous mes chaussures, l'estomac noué de douleur, je savais que j'avais travaillé sans relâche pendant des années pour bâtir ma réputation professionnelle dans ce secteur. Et que mon frère dégénéré était en train de la détruire activement depuis son canapé. Victor était assis derrière son bureau massif en acajou. Il ne souriait pas. Il a simplement tourné l'écran de son ordinateur portable en argent vers moi pour que je puisse lire. Il affichait l'un des messages diffamatoires de Clara envoyés directement dans sa boîte de réception. « Julien, je sais que ce sont des bêtises, » a dit Victor, sa voix calme, profonde, mais portant une autorité indéniable. « Tes performances ici sont impeccables. Tes chiffres sont parfaits. NHNG, j'ai besoin que tu fasses cesser cela immédiatement. Cela donne une mauvaise image de tout le département. Et certains de nos clients externes commencent à s'inquiéter de ce bruit. » Je n'ai pas paniqué. Je n'ai pas pleuré ni supplié pour garder mon emploi. J'avais anticipé ce genre de tactique de terre brûlée. J'ai ouvert ma mallette en cuir et j'ai sorti un dossier physique épais et bien organisé. Il contenait des captures d'écran imprimées du message original de Félix, me souhaitant de mourir, avec les horodatage. Il contenait les journaux d'appel de la tentative d'extorsion de 3h18 du matin de ma mère. Il contenait les messages de menaces frénétiques. Et surtout, il contenait une déclaration écrite sous serment par email de ma tante Béatrice détaillant la nature exacte de la facture d'hôpital de $800 et la crise hypothécaire à laquelle Félix faisait face. J'ai posé le dossier sur son bureau. Victor a mis ses lunettes de lecture, s'est penché en avant et a examiné attentivement les documents, page par page. Je suis resté là en silence, regardant son expression passer de l'agacement d'entreprise à un scepticisme total. « Veux-tu déposer plainte au pénal ?» a demandé Victor en me regardant, retirant ses lunettes. « Je veux qu'il me laisse tranquille », ai-je dit, la voix serrée par des mois de fatigue accumulée. « Si une action en justice agressive permet d'y parvenir, alors oui, faites tout ce qui est nécessaire. »« Laisse-moi parler à notre service juridique », a répondu Victor, refermant le dossier et tapotant dessus avec son stylo. Nous pouvons envoyer une mise en demeure sévère au nom de l'entreprise elle-même puisqu'il te cible activement à travers notre réseau et harcèle nos employés. Personne ne menace mon équipe. Point barre. Un immense soupir de soulagement a quitté mes poumons. La machine de l'entreprise intervenait pour protéger son collaborateur. La lettre de mise en demeure est arrivée chez Félix et Clara 5 jours plus tard par courrier recommandé. Elle était imprimée sur du papier à en-tête lourd et coûteux de l'entreprise, signé par 3 avocats d'affaires agressifs, promettant une action en justice rapide. Immédiate et financièrement dévastatrice pour diffamation et ingérence injustifiée dans les relations d'affaires si le harcèlement ne cessait pas immédiatement. Le silence qui a suivi a été absolu. C'étaient des brutes, et comme toutes les brutes, ils ont reculé dès que quelqu'un doté d'un pouvoir réel a riposté. Mais je savais qu'une simple lettre d'entreprise ne suffirait pas à me protéger définitivement. J'avais besoin de ma propre armure. Le coup psychologique de ce dernier mois était lourd, et je devais m'assurer de ne plus jamais retomber dans leur piège. J'ai commencé à voir une psychologue réputée nommée Naomi. Elle était vive, incredibly perspicace et ne me laissait pas minimiser mon propre traumatisme ou leur trouver des excuses. Au cours de nos séances hebdomadaires intenses, nous avons minutieusement analysé la culpabilité profonde que je portais. La culpabilité d'avoir survécu à la dynamique familiale. La culpabilité d'avoir réussi alors que mon frère avait échoué misérablement. La culpabilité d'avoir tourné le dos aux personnes qui m'avaient donné la vie. Naomi m'a aidé à comprendre que mon absence de tristesse face à la situation n'était pas un défaut de caractère. C'était une réponse saine et tout à fait valable à la perte d'une famille qui ne m'avait jamais considéré que comme une ressource jetable. Elle m'a aidé à bâtir des limites émotionnelles de fer. Parallèlement, j'ai engagé un avocat spécialisé dans le droit de la famille et des finances, extrêmement féroce. Je devais m'assurer que mes actifs, mes comptes bancaires, mon appartement et mon épargne retraite soient complètement protégés contre toute tentative désespérée que mes parents might faire à l'avenir pour me poursuivre en justice pour obtenir une pension alimentaire pour parents âgés ou toutes. Autre dette inventée pour drainer mes ressources. Je me suis assis dans le bureau élégant de mon avocat au centre-ville, par un après-midi de mardi pluvieux,
buvant de l'eau en bouteille tiède pendant qu'il effectuait des vérifications d'antécédents complètes et des rapports de solvabilité sur mon numéro de sécurité sociale. Juste pour être absolument sûr. Je pensais que c'était juste une formalité, une façon de mieux dormir la nuit. Je me trompais. Julien, a dit l'avocat en revenant dans la salle de conférence avec une pile de papier fraîchement imprimé. Il n'avait pas l'air joyeux. Son front était plissé et sa bouche était serrée. Nous avons un problème majeur. Quel genre de problème, ai-je demandé, mon rythme cardiaque s'accélérant instantanément, la panique familière me remontant à la gorge. Il a glissé un lourd document agrafé sur la table de conférence polie. Sais-tu qu'une deuxième hypothèque a été contractée sur une propriété commerciale entièrement à ton nom, a-t-il demandé, tapotant le papier. Une propriété que tu as apparemment achetée il y a 5 ans. Je fixais le papier, incrédule. Je l'ai rapproché. C'était un acte de propriété commerciale et un contrat de prêt bancaire commercial majeur correspondant. Mon nom était clairement imprimé en haut. Ma signature était apposée en bas, mais ce n'était pas mon écriture. C'était une imitation proche, mais ce n'était pas la mienne. J'ai regardé l'adresse de la propriété indiquée sur l'acte. Le sang s'est retiré de mon visage, me laissant froid et étourdi. C'était l'espace commercial exact où Félix avait ouvert son restaurant en faillite. Mes parents n'avaient pas seulement renfloué Félix avec leur propre argent. Ils avaient imité ma signature pour obtenir le prêt commercial massif qui avait financé son entreprise désastreuse. Ils avaient secrètement attaché une encre financière massive à 6 chiffres directement autour de mon cou, jouant tout mon avenir financier sur l'échec inévitable de Félix sans jamais m'en dire un mot. Je me suis adossé lourdement dans le fauteuil en cuir, le bureau tournant légèrement autour de moi. Je pensais que l'arnaque de l'hôpital à 35 000 $ était la pire chose qu'il pouvait faire. Je pensais que les faux profils LinkedIn et l'humiliation publique étaient le comble de leur cruauté. Je pensais avoir vu le fond de leur dépravation. Je pensais que le pire était passé. Je me trompais si lourdement. La vraie guerre n'avait même pas encore commencé. J'étais assis dans la salle de conférence froide et hypermoderne du bureau de mon avocat au centre-ville, fixant l'acte de propriété commerciale frauduleux posé sur la table en acajou poli. Le silence dans la pièce était si lourd qu'il ressemblait à une pression physique contre mes tympans. Mes propres parents, les personnes qui m'avaient mis au monde, les personnes qui avaient exigé que je leur donne mon fonds d'études durement gagné pour sauver mon frère irresponsable, avaient secrètement imité ma signature pour obtenir un prêt commercial massif. Ils avaient enchaîné tout mon avenir financier à l'entreprise condamnée de Félix sans la moindre hésitation. Mon avocat, un homme implacable et incroyablement vif nommé Harrison, a rompu ce silence étouffant. Il s'est penché en avant dans son fauteuil en cuir, tapotant un stylo argenté contre son bloc-notes. Il a expliqué que la découverte de cette falsification était un coup de chance absolu. Nous ne l'avions repéré que parce que nous avions effectué une vérification approfondie de mon dossier de crédit pour protéger mes actifs actuels contre d'éventuels procès que mes parents pourraient tenter d'intenter contre moi. Harrison m'a regardé droit dans les yeux et m'a exposé la réalité brutale de la situation. Il m'a dit que si Félix faisait défaut sur cette propriété commerciale, et vu son parcours désastreux, ce n'était qu'une question de temps avant que le restaurant ne fasse faillite. La Banque fédérale s'en prendrait directement à moi. Il saisirait mon salaire. Il saisirait mes portefeuilles d'investissement. Il liquiderait l'appartement modeste pour lequel j'avais travaillé 70 heures par semaine. Ma famille avait effectivement placé une bombe à retardement financier sous ma vie. Et ils attendaient simplement qu'elle explose. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas renversé la table. La colère brûlante et chaotique que j'avais ressentie pendant la fausse urgence hospitalière s'est complètement évaporée, remplacée par un calme glacial absolu. La trahison était si profonde, si calculée, qu'elle coupait complètement les derniers liens biologiques que j'avais avec eux. J'ai regardé Harrison et je lui ai donné une instruction simple et très spécifique. Je lui ai dit d'engager le graphologue légiste le plus féroce de l'État. Je voulais une preuve irréfutable, indéniable et recevable devant les tribunaux que mon père et ma mère avaient imité mon nom sur des documents fédéraux. Je voulais que le notaire qui avait authentifié ce document frauduleux fasse l'objet d'une enquête approfondie et soit assigné à comparaître. Je voulais qu'un fusil de chasse juridique soit chargé et prêt à tirer à la seconde où ils essaieraient de me ruiner. Pendant les 10 mois suivants, j'ai vécu dans un silence absolu. J'ai complètement disparu de leur radar. J'ai changé les serrures de mon appartement,
j'ai amélioré mon système de sécurité avec des caméras extérieures et j'ai acheminé tout mon courrier personnel et financier vers une boîte postale privée à l'autre bout de la ville. Ma carrière, libérée du drainage émotionnel constant des crises fabriquées par ma famille, a prospéré. Je me suis concentré entièrement sur mon travail, canalisant chaque once de cette rage froide dans une stratégie d'entreprise brillante. Au cours de ces mois tranquilles, le rapport du graphologue légiste est revenu exactement comme nous nous y attendions. L'expert a conclu avec une certitude médicale et juridique absolue que la signature sur l'acte de propriété commerciale était une falsification flagrante. Ils ont identifié la pression du stylo, la structure des boucles et les marques d'hésitation, confirmant que la signature appartenait à ma mère, Barbara, tentant activement de reproduire mon écriture. Nous tenions la preuve irréfutable. Nous avons rédigé une plainte fédérale massive pour fraude financière grave, vol d'identité et complot, mais j'ai dit à Harrison de la garder dans son bureau. Je voulais attendre. Je connaissais la psychologie de ma famille mieux que quiconque. Je savais qu'ils ne pouvaient pas survivre sans un hôte à parasiter. Je savais que le restaurant perdait énormément d'argent. Je savais qu'il finirait par revenir vers moi. Et puis, exactement 10 mois après l'arnaque de la fausse urgence, l'univers est intervenu avec une dose d'ironie poétique brutale. J'étais assis à mon bureau un mercredi après-midi, en train d'examiner un rapport de projection trimestrielle, quand mon téléphone personnel a sonné. L'identifiant indiquait que c'était ma tante Béatrice. J'ai répondu immédiatement, sachant pertinemment qu'elle ne romprait notre silence tacite que si quelque chose de majeur avait changé dans la dynamique familiale. Sa voix était inhabituellement calme, complètement dépourvue de son ton acéré et commère habituel. Elle m'a annoncé que ma mère avait subi un accident vasculaire cérébral massif et catastrophique. Il n'y avait pas de fausse facture d'hôpital cette fois. Il n'y avait pas de panique mise en scène ou de tentative d'extorsion théâtrale. C'était un événement médical grave et paralysant. Béatrice m'a dit que Barbara avait été transportée d'urgence au service de soins intensifs neurologiques et placée sous assistance respiratoire pendant exactement 3 jours avant que ses organes ne commencent à lâcher. Les médecins ont dit à mon père qu'il n'y avait absolument plus aucune activité cérébrale. Ils ont débranché les appareils ce matin-là. Barbara était morte. Je me suis assis dans ma chaise de bureau ergonomique, regardant par les baies vitrées la ligne d'horizon de la ville, essayant de définir exactement ce que je ressentais. La société dicte qu'un fils doit tomber à genoux, pleurer de manière incontrôlable et pleurer la perte profonde de sa mère. Mais il n'y avait pas de chagrin déchirant. Il y avait une douleur sourde, peut-être le deuil de la mère aimante et protectrice qu'elle aurait dû être, mais l'émotion dominante qui coulait dans mes veines était un soulagement profond. L'architecte de mon malheur, la femme qui avait imité mon nom et essayé de me voler 35 000 $, était définitivement partie. Béatrice m'a informé que les obsèques étaient prévues le samedi suivant dans un très grand funérarium chic du centre-ville. Elle m'a dit que Richard et Félix organisaient un rassemblement théâtral massif, invitant chaque parent, ami de la famille, anciens voisins et cousins éloignés qu'ils pouvaient retrouver. Ils transformaient sa mort en une grande mise en scène de chagrin. Je n'avais absolument pas l'intention d'aller pleurer sa mort, mais mon cerveau analytique a commencé à faire le lien. Les brutes sont profondément prévisibles lorsqu'elles sont désespérées. Richard et Félix étaient actuellement assis sur un prêt immobilier commercial en faillite, et la principale co-signataire, ma mère, était morte. Sans ses revenus et son crédit, ils perdaient leur maison d'habitation. Le restaurant de Félix se noyait sous les factures impayées des fournisseurs. Ils avaient besoin d'une injection massive d'argent, et ils avaient besoin d'un bouc émissaire pour reprendre officiellement la dette écrasante. Je savais avec une certitude absolue qu'ils allaient utiliser la pression émotionnelle intense des funérailles de ma mère tout me tendre un piège massif. Ils essaieraient de me coincer devant toute la famille élargie, armant leur chagrin tout frais pour me forcer à signer quelque chose. Alors, j'ai immédiatement appelé Harrison. Je lui ai demandé d'imprimer 3 douzaines de copies du rapport de graphologie légiste, 3 douzaines de copies de la fausse facture d'hôpital de 800 $ d'il y a 10 mois et 3 douzaines de copies de la plainte fédérale pour fraude criminelle. J'ai enfilé mon costume sur mesure le plus sombre et le plus élégant. J'ai rangé les piles de documents juridiques dans un lourd porte-documents en cuir noir. Je n'allais pas à un enterrement pour faire des adieux larmoyants. J'allais à une exécution d'entreprise. Je suis arrivé au funérarium le samedi après-midi, juste au moment où le service formel se terminait. L'air à l'intérieur du bâtiment somptueux était lourd et étouffant, sentant fortement le lys blanc et le parfum bon marché et trop sucré. Je me tenais dans l'ombre, tout au fond de la pièce lourdement moquettée,
regardant mon père et Félix jouer leur rôle devant la foule attentive. Félix pleurait bruyamment, ses épaules tremblant alors qu'il s'essuyait les yeux avec un mouchoir blanc immaculé, s'appuyant lourdement sur sa femme Clara, qui avait l'air tragique dans une robe noire de créateur. Mon père se tenait stoïquement près du cercueil en acajou incroyablement cher, serrant des mains, acceptant des condoléances chuchotées et projetant l'aura sombre et noble d'un martyr dévasté. Lorsque le service d'une heure s'est enfin terminé, le directeur des pompes funèbres, un homme grand en costume gris, est monté à la tribune et a annoncé que la famille immédiate et les proches parents étaient invités dans un salon de réception privé au bout du couloir pour un buffet et un partage de souvenirs. J'ai suivi la foule d'environ 40 tantes, oncles, cousins et amis proches de la famille. Je gardais la tête basse, restant près de l'arrière, passant inaperçu dans la vaste mer de costumes noirs et de robes sombres. Le salon de réception privé était extrêmement grand, avec une longue table en acajou poli au centre, couverte de charcuterie fine, de thermos à café argenté et de verres à eau en cristal. La famille s'est installée lentement, prenant place sur les chaises à dossier haut, chuchotant d'un ton sombre et feutré. Je ne me suis pas assis. Je me tenais près des lourdes doubles portes en bois à l'entrée, légèrement appuyées contre le mur, mon porte-document en cuir noir fermement serré contre moi. Dès que la pièce s'est calmée et que tout le monde a eu une tasse de café à la main, mon père, Richard, s'est levé tout au bout de la table. Il s'est raclé la gorge bruyamment, captant l'attention immédiate de toute la pièce. Il avait l'air épuisé, les poches sous ses yeux étaient proéminentes, mais je pouvais voir clairement la lueur prédatrice et calculée briller dans ses yeux sombres. Il ne savait pas encore que je me tenais près de la porte, son regard était entièrement concentré sur le public qu'il s'apprêtait à manipuler. « Famille », a commencé Richard, sa voix tremblante d'une détresse émotionnelle parfaitement calibrée, résonnant légèrement dans la grande pièce. Barbara vous aimait tous énormément. Elle était le cœur battant de cette famille. Elle a donné tout ce qu'elle avait, chaque once de son énergie pour s'assurer que nous soyons protégés, logés et unis. Il s'est arrêté, baissant la tête, laissant un silence lourd et dramatique envahir la pièce. Plusieurs tantes ont sorti des mouchoirs et se sont essuyés les yeux. Félix a reniflé bruyamment pour l'effet. Comme la plupart d'entre vous le savent, a poursuivi Richard, son ton passant en douceur d'un chagrin profond à une attitude dure, moralisatrice et pleine de reproches. La dernière année de la vie de Barbara a été complètement détruite par un chagrin inimaginable. Le stress d'être complètement abandonné par son fils cadet, Julien, a eu un impact terrible et mortel sur sa santé physique. Quand Félix était à l'hôpital l'année dernière, luttant pour sa vie contre une grave hémorragie interne, Julien nous a tourné le dos. Il a refusé d'aider à payer les factures médicales critiques. Il a laissé son propre frère mourir et il a laissé sa mère se noyer dans le chagrin. Un murmure de désapprobation a parcouru l'assistance. Les gens secouaient la tête. J'ai vu mon cousin Lucas, l'espion qui avait trahi l'adresse de mon bureau, croiser les bras de dégoût. Mais Barbara était une femme incroyablement aimante et indulgente, a dit Richard, sa voix augmentant de volume tandis qu'il glissait la main dans sa veste de costume. Et puis là-haut a tic stack of legal papers and placed them firmly on the table in front of him. Avant de s'éteindre, elle m'a dit qu'elle voulait s'assurer que les entreprises familiales et les prêts immobiliers soient pleinement consolidés. Elle voulait que Julien assume enfin ses responsabilités, qu'il grandisse et prenne sa place légitime dans cette famille pour reprendre les responsabilités financières qu'il a si cruellement négligées. Le restaurant de Félix est un héritage familial. Et aujourd'hui, pour honorer le dernier vœu de Barbara, je demande publiquement à Julien de signer ses documents de transfert pour reprendre la dette immobilière commerciale et agir enfin comme un homme. Félix s'est levé juste à côté de lui, posant une main de soutien sur l'épaule de Richard, l'air courageux et indulgent. « We just want to heal », a dit Félix d'une voix tremblante. « Nous ne voulons plus nous battre. Nous voulons juste que Julien fasse ce qui est juste pour maman. » L'audace pure et simple de ce piège était à couper le souffle. C'était un chef-d'œuvre de manipulation psychologique. Ils avaient réuni toute la famille élargie pour utiliser la pression sociale collective, l'humiliation publique et le chagrin militarisé afin de me forcer à adopter légalement leur prêt commercial frauduleux. Si je refusais devant tout le monde, je passais pour le monstre sans cœur qui manquait de respect à son père en deuil et crachait sur le dernier vœu de sa mère. J'ai pris une grande inspiration, l'air froid et climatisé du funérarium remplissant mes poumons. J'ai serré le porte-document en cuir. Je me suis avancé hors de l'ombre de la porte, les talons durs de mes chaussures de costume claquant nettement et bruyamment contre le parquet de la pièce. « C'est une histoire tragique très touchante, papa » ai-je dit,
ma voix coupant l'atmosphère lourde comme une faux aiguisée. Chaque tête dans la pièce s'est tournée vers moi à une vitesse fulgurante. Les murmures se sont arrêtés net. Le silence est devenu absolu. Le visage de mon père s'est figé, ses yeux écarquillés par le choc. Félix a reculé physiquement, heurtant sa chaise, ses fausses larmes disparaissant instantanément de son visage pâle. J'ai marché lentement, délibérément, tout le long de la table en acajou, soutenant le regard stupéfait de chaque parent qui avait calomnié mon nom sur les réseaux sociaux au cours de l'année écoulée. Je n'avais pas l'air en colère. Je n'avais pas l'air sur la défensive. J'avais l'air totalement et de manière terrifiante maître de moi. C'est une belle histoire, ai-je répété, m'arrêtant directement en face de mon père et de mon frère, posant le lourd dossier sur la table dans un bruit sourd. Il y a juste un tout petit problème avec ton éloge funèbre, Richard. C'est un mensonge criminel fabriqué de toutes pièces de bout en bout. Julien, comment oses-tu, a hurlé mon père, se remettant de son choc initial. Son visage est devenu rouge de colère. Il a frappé sa main à plat contre la table, faisant trembler agressivement les tasses à café en porcelaine fine sur leur soucoupe. N'as-tu absolument aucun respect pour les morts? Tu viens aux funérailles de ta propre mère pour faire une scène. Tu es une honte. Ce n'est pas moi qui ai apporté des documents de transfert juridique à un buffet de funérailles, Richard, c'est toi, ai-je répondu, ma voix dangereusement calme, totalement insensible à sa colère fabriquée. Je ne l'appelais pas papa. Ce privilège avait expiré la nuit où ils avaient tenté de m'extorquer. J'ai lentement ouvert la fermeture éclair du grand porte-documents en cuir noir. Le son métallique de la fermeture éclair était le seul bruit dans la pièce complètement figée. Chaque tante, oncle, cousin et ami de la famille retenait son souffle, les yeux oscillant nerveusement entre mon père et moi, complètement captivés par le désastre en cours. Vous avez tous entendu l'histoire tragique de Félix luttant pour sa vie à l'hôpital il y a 10 mois, ai-je dit, tournant mon corps pour projeter ma voix afin que les gens du fond puissent entendre chaque syllabe. Vous avez tous lu les publications Facebook dramatiques de Clara sur mon refus d'aider à payer 35 000 $ pour son opération chirurgicale critique. Vous avez tous laissé des commentaires me traitant de monstre, de sociopathe et d'homme d'affaires cupide. J'ai plongé la main dans le porte-documents et j'ai sorti la première pile de papier. C'étaient les rapports officiels de l'hôpital que Béatrice avait réussi à obtenir pour moi, complets avec le relevé de facturation détaillé. Voici les documents officiels de sortie de l'hôpital et le relevé de facturation de cette nuit-là, ai-je dit, jetant une douzaine de copies au milieu de la longue table. Elles ont glissé sur le bois poli, s'éparpillant devant mes parents stupéfaits. Je vous encourage vivement à les lire. Félix est resté aux urgences pendant exactement 6 heures. Il a fait une légère crise d'angoisse. Les médecins lui ont donné un anxiolytique générique et l'ont renvoyé chez lui pour se reposer. La facture médicale totale était de 800 $. Il n'y a eu aucune hémorragie interne. Il n'y a eu absolument aucune opération. Les 35 000 $ étaient une tentative d'extorsion fabriquée parce que Félix et Clara avaient 3 mois de retard sur leur prêt hypothécaire résidentiel et faisaient face à une saisie bancaire imminente. Un soupir de surprise collectif a résonné dans la pièce. Ma tante Béatrice, assise vers le milieu de la table, s'est empressée de ramasser la feuille la plus proche d'elle, a ajusté ses lunettes de lecture et a poussé un rire moqueur qui a brisé la tension. Plusieurs autres parents se sont précipités pour attraper une copie, leurs yeux parcourant frénétiquement les codes médicaux, le diagnostic de sortie et le montant de 800 $ imprimé en bas de page. C'est un mensonge, a crié Félix, sa voix tremblante d'une panique réelle. Et pointed à Trembling, accusing finger at me across the table. Il a fabriqué ça. Il les a imprimés sur Internet. Il essaie de ruiner ma réputation devant la famille. Ta réputation est déjà en faillite, Félix, ai-je rétorqué, sans rompre le contact visuel, ma voix dégoulinant de mépris, tout comme ton pathétique restaurant. Ce qui m'amène à la deuxième partie du petit discours de Richard aujourd'hui. J'ai replongé la main dans mon porte-documents et j'ai sorti la pile de documents la plus épaisse et la plus lourde. C'était le coup de grâce. C'était le moment que j'avais attendu 10 mois pour exécuter. Richard vient de me demander de signer des documents de transfert pour reprendre la dette immobilière commerciale afin d'honorer ma mère, ai-je dit, brandissant le lourd dossier juridique pour que toute la pièce puisse voir les sceaux officiels de l'État sur la couverture. Ce qu'il a complètement omis de vous mentionner, c'est que je possède déjà techniquement cette dette écrasante. Parce qu'il y a 5 ans.
Richard et Barbara ont imité ma signature sur un acte de propriété commerciale pour obtenir un prêt bancaire fédéral massif afin de financer le restaurant en faillite de Félix. Le choc dans la pièce était palpable, lourd et étouffant. Mon père a ouvert la bouche pour crier, pour nier, pour me traiter de menteur, NHNG aucun mot n'est sorti. Sa mâchoire s'est agitée en silence, son visage se vidant de toute couleur. Ceci, ai-je dit, frappant la pile de papier sur la table dans un bruit sec qui a fait sursauter plusieurs personnes, est une analyse graphologique légiste complète de 100 pages réalisée par l'un des meilleurs experts de l'État. Elle conclut avec une certitude médicale et juridique absolue que Barbara a imité ma signature sur des documents bancaires fédéraux tandis que Richard se portait témoin. Cela constitue plusieurs chefs d'accusation de fraude bancaire fédérale, d'usurpation d'identité et de fraude grave. J'ai commencé à faire glisser des copies du rapport le long de la table. Mon cousin Lucas, qui avait agi comme leur espion, avait l'air malade, fixant la preuve indéniable de la criminalité de mes parents. Clara a reculé de la table, le visage pâle, réalisant que tout le château de cartes financier s'effondrait. Je n'ai pas abandonné cette famille, ai-je dit, ma voix s'élevant juste assez pour asseoir une autorité absolue sur la pièce. J'ai survécu à cette famille pendant 34 ans. J'ai été traité comme une ressource financière, un plan de secours, un distributeur de billets pour un enfant gâté qui n'a jamais assumé la moindre erreur de sa vie. J'ai reporté mon attention totale sur mon père, qui se cramponnait maintenant au bord de la table en acajou, ses articulations blanches, sa respiration superficielle et rapide. Le patriarche arrogant en deuil avait disparu, remplacé par un vieil homme terrifié et acculé. Vous avez apporté ces papiers de transfert aujourd'hui parce que la cosignataire principale de ce prêt frauduleux est morte et que la Banque fédérale vient réclamer son argent, lui ai-je dit, énonçant les faits avec une précision froide. Vous pensiez pouvoir me tendre un piège devant témoin. Vous pensiez que mon chagrin, ma honte ou ma peur de l'humiliation publique me forcerait à signer aveuglément pour protéger votre fils préféré une dernière fois. Je me suis penché sur la table et j'ai ramassé les documents de transfert vierges que mon père y avait déposés plus tôt. Je les ai brandis bien haut pour que tout le monde puisse les voir. Et puis, lentement, délibérément et avec une immense satisfaction, je les ai déchirés en deux. Le bruit sec du papier déchiré a résonné dans la pièce silencieuse. Je les ai déchirés à nouveau et j'ai laissé tomber les morceaux sur le sol aux pieds de mon père. Je ne signe rien, ai-je déclaré, ma voix résonnant avec fermeté. Mon avocat a déjà soumis les preuves graphologiques et l'acte falsifié original au service des fraudes de la Banque fédérale. Ils sont en train d'annuler le prêt. La banque va saisir la propriété commerciale immédiatement. Félix, tu vas perdre le restaurant d'ici la fin de la semaine. Et Richard, puisque ton nom est également lié au compte frauduleux en tant que garant, la banque va placer une hypothèque légale sur ta maison d'ici la fin du mois. Vous êtes tous les deux ruinés. Félix a laissé échapper un sanglot étouffé. Ses jambes ont lâché et il s'est effondré sur sa chaise, enfouissant son visage dans ses mains. Il ne ressemblait plus à l'enfant chéri charismatique. Il ressemblait à un petit garçon terrifié et ruiné qui devait enfin payer sa propre note. Clara ne l'a pas consolé. Elle se tenait là à le regarder avec un dégoût absolu. Si l'un d'entre vous, ai-je dit, tournant mon regard pour balayer lentement les visages de chaque parent dans la pièce, me contacte à nouveau. Si vous m'envoyez un message, me taguez dans une publication ou vous présentez à mon bureau, mon équipe juridique déposera immédiatement des plaintes civiles dévastatrices pour harcèlement contre vous. Je n'ai absolument aucune famille ici. J'ai refermé mon porte-document en cuir. Le silence dans la pièce était celui d'une défaite totale et écrasante. Ils avaient apporté de la culpabilité à une exécution légale, et ils avaient tout perdu. Je me suis retourné et je suis sorti par les lourdes doubles portes en bois. Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai marché d'un pas vif dans les couloirs calmes du funérarium, j'ai poussé les lourdes portes vitrées de l'entrée et je suis sorti sous la lumière fraîche de l'après-midi. L'air avait un goût de pureté, libéré de l'odeur des lys et des mensonges. Pour la première fois en 34 ans, la chaîne lourde et toxique qui m'avait lié à leur manipulation s'était brisée en 1 million de morceaux. Faisons une pause. Merci d'être resté avec moi jusqu'ici. Vous êtes vraiment formidable. S'il vous plaît, aidez-moi en aimant la vidéo et en commentant le chiffre ci-dessous afin que je sache que vous avez été là avec moi jusqu'à ce point. Cela aide non seulement plus de gens à découvrir cette histoire, mais cela me permet aussi de savoir que mes expériences signifient quelque chose pour quelqu'un. Votre soutien est la plus grande motivation pour moi de continuer à partager le reste de ce voyage.
Les conséquences immédiates du piège des funérailles ont été une leçon de guerre juridique de la terre brûlée. Mon père, réalisant que sa ruine financière totale était inévitable, a tenté un dernier coup désespéré et mesquin pour me blesser. 3 semaines après la confrontation dramatique aux funérailles, j'ai reçu une lettre recommandée d'un avocat spécialisé dans les successions. Il s'est avéré que ma mère avait une petite police d'assurance vie très ancienne d'une valeur exacte de 15 000 $. Pour une raison inconnue, probablement un oubli administratif qu'elle avait simplement oublié de mettre à jour au fil des décennies, Félix et moi étions toujours inscrits comme bénéficiaires à parts égales. Mon père, agissant en tant qu'exécuteur testamentaire, contestait activement la distribution de cet héritage. Il a déposé une plainte formelle affirmant que parce que j'avais abandonné la famille et causé à sa femme une détresse émotionnelle mortelle, j'avais perdu mon droit légal à l'héritage. Il essayait désespérément de récupérer la moindre somme de liquidité pour payer la défense juridique massive dont il allait avoir besoin pour lutter contre les accusations de fraude bancaire fédérale. Je n'ai même pas scié. J'ai simplement remis la lettre recommandée directement à Harrison, mon avocat. Harrison a passé exactement 2 appels téléphoniques au service juridique de la compagnie d'assurance. La police d'assurance vie était un contrat fédéral légalement contraignant. Les sentiments blessés de mon père et ses allégations de détresse émotionnelle fabriquées étaient totalement non recevables devant un tribunal. La compagnie d'assurance m'a fait un chèque certifié pour ma part de l'héritage, 7 500 $. Exactement 8 semaines plus tard, je n'ai pas gardé un seul centime. J'ai endossé le chèque et j'ai fait don de la totalité de la somme directement à une organisation nationale à but non lucratif qui fournit une aide juridique et un logement aux victimes d'abus financiers familiaux. C'était incroyablement poétique d'utiliser l'argent de Barbara pour détruire systématiquement des gens exactement comme elle. Pendant ce temps, ma vie professionnelle a grimpé à des sommets que je n'aurais jamais imaginés. Les limites de fer que j'avais appris à imposer à ma famille hautement toxique se sont transposées sans problème dans ma carrière. Je ne me faisais plus tout petit. Je ne m'excusais plus de prendre de la chevelure ou de la place dans les salles de réunion. Je ne reculais plus face aux défis. Mon département s'est vu attribuer un nouveau directeur senior nommé Grégory. Grégory était un narcissique d'entreprise typique. Son style de management ressemblait étrangement à celui de mon père. Il s'attendait à ce que ses employés lisent dans ses pensées, s'attribuait tout le mérite des succès de son équipe et blâmait agressivement ses subordonnés pour ses propres échecs stratégiques. Par le passé, l'ancien Julien aurait baissé la tête, travaillé 80 heures par semaine pour couvrir les erreurs de Grégory et serait resté silencieux pour éviter tout conflit. Le nouveau Julien ne jouait pas à ces jeux. Lorsque Grégory a tenté de présenter mon modèle analytique prédictif trimestriel très complexe au PDG comme sa propre création brillante, je n'ai pas bronché. J'ai attendu calmement la réunion du conseil d'administration. Juste après que Grégory eut terminé sa présentation, savourant les éloges du conseil, j'ai calmement ouvert mon ordinateur portable, projeté les métadonnées et l'historique des versions des fichiers sur le grand écran. Et prouvé poliment et systématiquement que j'avais rédigé chaque algorithme pendant que Grégory était en voyage de golf en Floride. Je n'ai pas haussé la voix. Je ne l'ai pas insulté. J'ai juste présenté les faits rigoureux. Grégory a bafouillé, le visage rouge d'humiliation, incapable de défendre ce vol intellectuel flagrant. Victor, le PDG, a vu exactement ce qui se passait. 2 semaines plus tard, Grégory a été discrètement poussé à une retraite anticipée pour éviter un scandale. J'ai été immédiatement promu au poste de directeur pour le remplacer. Cette promotion s'accompagnait d'un magnifique bureau d'angle donnant sur le port et d'une augmentation de salaire qui sécurisait mon indépendance financière pour le reste de ma vie. C'est au cours de cette période de croissance personnelle intense et incroyablement enrichissante que j'ai finalement rencontré Diana. Je ne cherchais pas activement de relation amoureuse. J'assistais au vernissage tranquille d'une galerie d'art recommandée par ma thérapeute pour m'aider à cultiver des passe-temps en dehors du travail. Diana se tenait devant une toile abstraite sombre et chaotique, un verre d'eau pétillante à la main, l'air pensive. Nous avons entamé une conversation informelle sur la façon dont l'artiste avait réussi à rendre paisible et résolu quelque chose de visuellement si agressif. Diana était une femme farouchement intelligente, financièrement indépendante et profondément équilibrée. C'était une architecte commerciale chevronnée qui s'était battue pour traverser un divorce très difficile. Son ex-mari était un manipulateur qui avait tenté d'utiliser leur fils de 8 ans, Toby, comme moyen de pression lors d'une bataille pour la garde afin d'obtenir une pension alimentaire. Diana s'était battue comme une lionne au tribunal, avait obtenu la garde principale et avait reconstruit sa vie à partir de zéro.
Nous ne nous sommes pas immédiatement rapprochés par nos traumatismes passés, mais il y avait une compréhension silencieuse, profonde et partagée entre nous. Nous connaissions tous deux le prix lourd de la liberté. Nous savions tous deux ce que signifiait s'éloigner de personnes hautement toxiques et reconstruire sa réalité. Fréquenter Diana était totalement différent de toutes les relations que j'avais connues dans la vingtaine. Ce n'étaient pas des montagnes russes de drames, de disputes et de bas profonds. C'était incroyablement calme. C'était stable. C'était profondément enraciné dans un respect mutuel sincère et une honnêteté radicale. Quand j'ai finalement rencontré son fils, Toby, après 6 mois de relation, j'ai été incroyablement prudent. Je n'ai pas essayé d'acheter son affection avec des cadeaux coûteux. Je n'ai pas essayé de jouer au beau-père cool. Je l'ai juste traité comme un être humain qui méritait respect et patience. Nous nous sommes rapprochés lentement en construisant d'immenses ensembles Lego complexes sur le sol du salon le dimanche après-midi. Toby avait une nature calme et très observatrice. Le voir s'ouvrir lentement à moi, me faire confiance pour être une présence stable et de confiance, a guéri une partie massive de mon enfant intérieur que je ne savais même pas briser. Pendant ce temps, dans les décombres de mon ancienne vie, les conséquences des actes de ma famille les ont rattrapés de manière spectaculaire. La Banque fédérale a finalisé l'enquête pour fraude. Félix a complètement perdu le restaurant. La grande propriété commerciale a été saisie par les huissiers fédéraux. Les serrures ont été changées du jour au lendemain et les actifs ont été liquidés lors d'une vente aux enchères publiques pour une bouchée de pain. Le prêt ayant été obtenu par une falsification flagrante, la banque s'en est prise très durement à mon père en tant que garant. Ils ont placé une hypothèque financière massive sur sa maison d'habitation, détruisant ses fonds de retraite et effaçant toute sa valeur nette. Le stress de cet effondrement financier absolu a été le dernier clou dans le cercueil du mariage de Félix. Clara, réalisant que le flux d'argent était définitivement tari et que l'enfant chéri n'était en fait qu'un escroc sans emploi passible de poursuites pénales, a demandé un divorce très agressif. Elle a pris la moitié des maigres actifs qu'il leur restait, a exigé la garde exclusive de leur chien et l'a abandonné à son sort. Un mardi soir glacial et pluvieux, environ 14 mois après les funérailles, l'interphone de mon immeuble de luxe a sonné bruyamment. Je me suis approché de l'écran de sécurité et j'ai regardé la caméra. Debout dehors sous la pluie glaciale, l'air complètement débraillé, trempé jusqu'aux os et portant un unique sac de sport en toile bon marché, se tenait Félix. Il paraissait 10 ans de plus. Ses cheveux s'éclaircissaient et il avait l'air incroyablement fragile. Il a appuyé à nouveau sur le bouton, regardant l'objectif de la caméra avec des yeux désespérés. J'ai décroché le combiné de l'interphone. « Qu'est-ce que tu veux, Félix ?» Julien. Sa voix grésillait à travers le haut-parleur, dégoulinante d'un désespoir pathétique. « Julien, s'il te plaît. Clara m'a mis dehors. Papa ne répond pas au téléphone parce qu'il gère les avocats de la banque. Je n'ai absolument nulle part où aller. Mon crédit est détruit. J'ai 20 $ en poche. S'il te plaît, mec. Tu es mon frère. J'ai juste besoin d'un endroit chaud pour dormir quelques semaines. J'ai juste besoin d'un petit prêt pour me remettre sur pied. Je me stoute dans mon appartement chaud, hautement sécurisé et magnifiquement meublé. J'ai pensé au message qu'il m'avait envoyé à minuit des mois auparavant, « J'espère que tu mourras seul, espèce de raté pathétique. » J'ai pensé à la signature falsifiée sur l'acte de vente. J'ai pensé à la tentative d'extorsion de 35 000 $ déguisée en appel à l'aide. Tes échecs ne sont pas ma responsabilité, Félix, ai-je dit dans l'interphone, la voix parfaitement stable, dénuée de pitié ou d'hésitation. Tu as fait tes choix. Tu as brûlé tous les ponts sur lesquels tu as marché. Va trouver un autre distributeur automatique. Julien, s'il te plaît. Je t'en supplie. Je suis ta famille, a-t-il hurlé sous la pluie, sa voix se brisant. Je n'ai pas de frère, ai-je répondu. J'ai raccroché le combiné. Je n'ai plus regardé l'écran de sécurité. Je suis retourné calmement dans mon salon, je me suis assis sur mon canapé en cuir et j'ai ouvert un livre. Je n'ai pas ressenti la moindre culpabilité. Je n'ai ressenti rien d'autre qu'une paix pure et entière. 3 années entières se sont écoulées depuis cette nuit de pluie glaciale, et ma vie est tout à fait méconnaissable par rapport à l'existence épuisée, défensive et terrifiée que je menais auparavant. Je suis assis en ce moment sur le canapé confortable de la grande maison ensoleillée de 4 chambres que Diana et moi avons achetée ensemble dans un quartier calme et huppé de la banlieue. Les murs sont couverts d'œuvres d'art vibrantes que Diana a choisies.
Les grandes baies vitrées donnent sur un jardin magnifiquement paysagé et clôturé. Diana est dans la cuisine spacieuse en ce moment, riant bruyamment de quelque chose dans un podcast humoristique pendant qu'elle prépare les légumes frais pour notre dîner du dimanche. L'odeur délicieuse d'ail rôti, d'huile d'olive et d'herbes fraîches remplit toute la maison, lui donnant l'impression d'un vrai foyer. À mes pieds, un grand bâtard golden retriever nommé Cooper ronfle doucement, sa tête lourde posée affectueusement sur mes pantoufles. Au milieu du salon, Toby est assis les jambes croisées sur le tapis épais, concentré sur la construction d'un bras robotisé complexe pour son prochain projet d'exposition scientifique au collège. J'ai passé 3 heures hier soir assis à ses côtés à l'aider à souder les petits fils électriques et à tester les petits moteurs. Nous n'avons pas puisé dans un mystérieux fonds d'études volé pour lui acheter ses fournitures robotiques coûteuses. Nous avons simplement utilisé notre salaire durement gagné pour soutenir ses passions, car c'est exactement ce que fait un parent sain. On prend soin des gens qu'on aime. On investit dans leur avenir. On ne les utilise pas comme garantie pour ses propres erreurs égoïstes. Mon téléphone portable est posé face vers le haut sur la table basse en verre. Il est merveilleusement, délicieusement silencieux. Il n'y a pas d'appel frénétique à 3 heures du matin réclamant 35 000 $. Il n'y a pas de SMS passif-agressif et émotionnellement manipulateur menaçant ma tranquillité d'esprit. Il n'y a pas d'urgence familiale soudaine et inventée, conçue pour extraire de l'argent, du temps ou de l'énergie de mon âme. J'ai changé de numéro de téléphone définitivement il y a 3 ans. J'ai effacé toute trace de ma présence sur les réseaux sociaux. Je me suis rendu invisible pour les personnes toxiques qui partageaient malheureusement mon ADN. Et ce faisant, je suis devenu pleinement vivant pour les personnes qui comptaient réellement dans ce monde. Ma tante Béatrice m'envoie toujours un bref email, peut-être une fois par an, généralement au moment des fêtes, juste pour me donner les grandes lignes des retombées familiales. Je les lis par une curiosité détachée, comme on lirait un article de journal ennuyeux sur un pays lointain et chaotique que l'on ne prévoit plus de visiter. Mon père ne s'est jamais remis financièrement de la saisie de ses actifs par la banque. Il a été contraint de vendre la grande et coûteuse maison familiale de banlieue pour satisfaire aux hypothèques générées par les documents falsifiés. Il a évité la prison fédérale, mais sa vie est une prison qu'il s'est lui-même construite. Il vit actuellement dans un tout petit appartement d'une pièce dans la banlieue difficile de la ville, effectuant un travail de vente au détail à temps partiel épuisant pour compléter ses chèques de sécurité sociale décimés. Il raconte à qui veut l'entendre que son plus jeune fils ingrat et cupide a détruit sa vie, refusant d'assumer la moindre responsabilité pour ses propres actes frauduleux. La vie de Félix a suivi la spirale descendante tout à fait prévisible d'un narcissique privé de ses complices. Après que Clara eut finalisé le divorce difficile et médiatisé, Félix a navigué de canapé en canapé chez ses amis, puis de motel en motel bon marché, pour finalement accepter un emploi de plongeur au salaire minimum dans une chaîne de restaurants. L'ironie ultime pour un homme arrogant qui exigeait d'être le PDG d'un établissement de haute gastronomie qu'il n'avait jamais mérité. Il publie toujours des citations de mentalité de victime sur ses profils publics, mais absolument plus personne ne réagit à ses publications. Le public est parti, a vu clair dans ses mensonges et est rentré chez lui. Je ne les ai pas. La haine demande énormément d'énergie. La haine exige un investissement émotionnel profond que je ne suis tout simplement plus prêt à faire. Je regarde mon passé non pas avec une colère brûlante, mais avec une gratitude profonde, silencieuse et immense pour les leçons brutales et nécessaires qu'il m'a apprises. J'ai appris de la manière la plus difficile que la famille dans laquelle on n'est qu'un hasard biologique. L'ADN ne donne pas automatiquement à quelqu'un un laissez-passer permanent pour manquer de respect à vos limites, vider illégalement vos comptes bancaires ou manipuler votre santé mentale. La loyauté exigée par la culpabilité, les menaces et la manipulation n'est pas de la loyauté. C'est une prise d'otage psychologique. J'ai passé les 30 premières années de ma vie à croire profondément que ma valeur fondamentale en tant qu'être humain était liée à l'utilité que je pouvais avoir pour ma famille. Je croyais à tort que si j'étais assez responsable, assez silencieux et facile à vivre, ils finiraient par voir ma vraie valeur et m'aimer de la même manière qu'ils aimaient mon frère, l'enfant chéri. Je me trompais complètement. Certaines personnes profondément brisées ne vous considéreront jamais que comme une ressource financière. Et à la seconde où vous arrêtez de produire pour eux, à la seconde où vous fermez fermement le coffre, vous défendez et dites le mot non, ils vous étiquetteront immédiatement comme un méchant. Laissez-les faire. Laissez-les vous traiter de méchants dans leurs histoires inventées. Laissez-les pleurer auprès des autres parents et jouer les victimes. Laissez-les publier leurs statuts dramatiques sur Internet, car la vérité indéniable est que leurs opinions toxiques n'ont absolument aucun poids dans le monde réel.
Vous avez tout à fait le droit de quitter la table lorsque le respect mutuel n'est plus servi. Vous avez le droit de protéger farouchement votre paix, vos actifs durement gagnés et votre bel avenir. Je regarde autour de moi cette pièce lumineuse et chaleureuse. Je regarde Toby brandir fièrement son bras robotisé terminé, un grand sourire sincère illuminant son jeune visage. Je regarde Diana entrer dans la pièce, s'essuyant les mains sur un tablier, ses yeux bienveillants croisant les miens avec une chaleur et un amour inconditionnel. Je ne suis pas mort seul. Je ne suis pas devenu un raté aigri comme Félix l'avait prédit. J'ai construit un empire de paix sur les cendres froides de leur manipulation. Avez-vous déjà affronté quelque chose de similaire avec votre propre famille toxique? Avez-vous déjà dû prendre la décision terrifiante, douloureuse mais absolument nécessaire de couper les ponts avec des parents manipulateurs pour sauver votre vie et votre santé mentale? C'est l'une des choses les plus difficiles qu'une personne puisse faire, et la société essaiera souvent de vous faire culpabiliser d'avoir choisi votre propre survie plutôt que les liens du sang. Mais vous n'êtes pas seul dans ce combat. Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Que cette communauté soit un endroit où nous validons le courage immense qu'il faut pour s'éloigner des abus. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer notre prochain voyage. Rappelez-vous, votre paix n'est pas négociable. Protégez-la à tout prix.